Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai reçu à mon micro Sébastien Bonabel. Sébastien est metteur en scène, auteur et formateur. Il a fondé la compagnie du libre acteur avec lequel il a monté notamment les pièces Smoke Rings et Ce qu'il faudra laisser aux anges et a créé sa propre approche du jeu pour les comédiens, le modèle du libre acteur. Dans cette interview, Sébastien m'a raconté son parcours, m'a parlé du modèle du libre acteur bien sûr, de la notion de théâtre étendu que je vous laisse découvrir et de plein d'autres choses. J'ai appris plein de choses en compagnie de Sébastien et j'espère que vous aussi en écoutant cette interview. Alors, bonne écoute! Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, je suis donc formateur pour les comédiens. Je développe une approche qui s'appelle le libre acteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis aussi metteur en scène. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Alors j'ai commencé le théâtre tout petit, ça a été immédiatement une passion. En fait ma mère m'a posé la question, j'étais très intéressé aussi par le catéchisme. Je suis pas croyant, mais à l'époque ça m'intéressait, l'histoire de Jésus et tout ça. Et sauf que ça tombait le mercredi matin en même temps que le théâtre. Et ma mère m'a dit tu peux pas tout faire, il va falloir faire un choix. Donc tu vas tester les deux puis tu verras bien. Et en fait je suis allé au théâtre et je suis jamais allé au catéchisme. Ça a été immédiatement un énorme coup de foudre. Et donc je me demande si j'avais commencé par le catéchisme là où j'en serais. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, au lycée, j'ai fait partie d'une compagnie qui s'appelait la compagnie Bordelica, dirigée par Ariane Walter. Et en fait, ça a été vraiment une expérience incroyable parce que du coup, des professionnels de Paris sont arrivés. Moi, je suis du Sud, j'ai grandi à Istres. Et donc dont Walter Othon, Grégoire Bonnet entre autres et qui étaient là et qui étaient tout jeunes aussi, et en fait j'ai énormément appris à leur côté et en fait ça a été vraiment une période très forte parce qu'on répétait quasiment tous les jours on travaillait, tous les jours on était en répétition entre midi et deux. Dès qu'on avait l'occasion, en fait, on bossait. Donc voilà, et en fait, c'est une aventure qui a duré plus de 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ça a dépassé complètement le cadre du lycée. On s'est retrouvés à faire une tournée en Suède, en Allemagne. C'est là où j'ai fait mon premier festival d'Avignon. J'avais 17 ans. Donc c'était passionnant. À l'époque, en plus, il n'y avait pas trop de spectacles. Voilà. Et puis, sortant de là, finalement, sortant de cette expérience, j'avais cette expérience très forte, très empirique, mais je voulais apprendre en fait. Je voulais comprendre quels étaient, comment ça se faisait que moi parfois j'étais ému et pas le public, ou comment je pouvais avoir des émotions, est-ce qu'il y avait des techniques, des outils. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des études de théâtre. Donc je suis rentré au conservatoire de Marseille. C'était avec Christian Benedetti, c'était très intéressant, c'était sur l'acteur politique, mais c'est pas du tout ce que je cherchais finalement. Moi je cherchais vraiment à apprendre à jouer, quoi. Je cherchais des techniques de jeu. Je me suis retrouvé au Student Théâtre à Paris avec Raymond Acquaviva. Là aussi, c'était très intéressant, mais on m'apprenait à être mise en scène, on m'apprenait pas à jouer. Et finalement, c'est en faisant divers stages que j'ai commencé à rencontrer, et en lisant beaucoup, que j'ai rencontré des techniques de jeu, notamment l'approche de l'acteur studio, Stanislavski, les techniques de Meissner. Et suite à ça, notamment sur les techniques de Meissner, je m'étais retrouvé à Paris très seul, en fait, en sortant des écoles. Comme j'étais pas resté très longtemps dans ces écoles-là, j'avais pas de réseau, et donc j'étais très solitaire. Et je cherchais vraiment à voir comment on pouvait continuer à travailler, moi qui avais été habitué justement à travailler tous les jours. Et donc à des camarades des stages Meissner, je leur ai proposé de se réunir pour qu'on travaille d'une façon régulière, qu'on s'entraide. C'est comme ça que voilà, j'ai fondé le groupe studio à l'époque. Et ce groupe studio, c'était vraiment un collectif d'acteurs à la base, et on se réunissait d'abord une fois par semaine, et puis ensuite 2-3 fois par semaine. Et ça a été une expérience géniale. Notamment, il y avait Léonore Confino qui faisait partie des personnes du collectif. Et chacun amenait vraiment son savoir, ses connaissances. C'est un moment où j'ai énormément appris.
par cette relation où chacun devenait tantôt formateur et puis élève. Et donc voilà. Et à l'issue de ce groupe studio, en fait, personne n'avait la velléité à l'époque de faire de la mise en scène. Donc en fait, ça a un peu disparu, le collectif. Et donc c'est là où j'ai pris la direction, que j'en ai fait vraiment un centre de formation. Moi, ça faisait un petit moment en fait que j'avais envie d'enseigner. J'avais pu expérimenter ça au sein du groupe studio, donc il y avait quelque chose de fort. Et puis surtout, je me suis rendu compte à ce moment-là que je cherchais plus du tout à jouer. C'est-à-dire que j'adorais apprendre, j'adorais faire des stages, mais jouer en tant qu'acteur, c'était pas là mon plus grand plaisir. Mon plaisir était dans les répétitions en fait, dans la recherche. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers stages à destination des comédiens. Et voilà, donc ça a été vraiment un moment très fort et très important parce que tout à coup j'ai trouvé ma place, on va dire. Et ensuite, très rapidement, sur les comédiens qui sortaient de mes stages, je leur ai proposé de faire des laboratoires pour s'entraîner, pour être tout le temps dans cette dynamique de training. Et c'est au cours de ces laboratoires où moi je voyais le travail, je me disais mais moi j'aime bien, mais est-ce que des vrais gens de la vraie vie vont apprécier ce que je vois là? Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir envie de faire de la mise en scène. Et notamment à cette époque-là, j'avais rencontré des comédiens au cours de mes stages avec qui j'avais très envie de travailler. Il y avait Philippe de Mons notamment, Marianne Reyes, entre autres, et d'autres. Et donc c'est là où j'avais lu quelque temps auparavant Autour de ma pierre ne frappe pas nuit de Melchior. Et cette pièce, en fait, ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Pendant des années, j'attendais la pièce coup de cœur, en fait, où je me disais qu'il fallait cette œuvre ultime pour arriver à faire quelque chose. Et en fait, non, cette pièce-là, il y avait des scènes qui me dérangeaient, il y avait des scènes qui m'intéressaient. Je trouvais ça très compliqué à imaginer la mise en scène de ce spectacle. Alors donc, choisissant la facilité, je me suis dit, allons-y. Et donc voilà, c'est là où j'ai proposé à ces comédiens de travailler. Très vite, j'ai rencontré Eric Chantelose, Kevin Ruxel. Et c'est comme ça qu'on a monté Autour de ma pierre ne frappe pas nuit. Spectacle qu'on a joué pendant 5 ans au final. Et ça a été vraiment la fondation de la compagnie du libre acteur et de mes véritables débuts en tant que metteur en scène. Donc voilà un petit peu le parcours. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de mes formations, je travaillais toujours tout contre Closer de Patrick Barber. Et en fait, je ne trouvais jamais la volonté de monter ce spectacle parce que je trouvais là encore les scènes passionnantes, très intéressantes, mais c'était pas du tout, pour moi, l'histoire dans sa globalité ne m'intéressait pas. Et c'est un jour où je me suis dit, mais Closer tout contre, si on amenait les spectateurs tout contre, aussi bêtement que ça. Et en fait, je me suis renseigné, je me suis rendu compte que ça existait, que ça s'appelait le théâtre immersif, qu'il y avait notamment la compagnie Punch Drunk à Londres. Je suis allé voir un spectacle de Punch Drunk à Londres. J'ai fait, mais c'est formidable, voilà. Et donc, on a fait cette première expérience de Closer. On jouait ça au Co. Il y avait Clémence Demesme qui faisait la direction artistique. Et en fait, c'était pour 20 spectateurs, avec 4 comédiens de la compagnie. Et on retournait vraiment le restaurant. C'est-à-dire qu'il y avait 1h30 de mise en place et 1h30 de désinstallation. Donc on mettait 3 heures, voilà. Autant dire que c'était pas pour l'argent qu'on faisait ça, parce que j'imagine. Voilà. Et en fait, ça a tout de suite, les gens ont tout de suite accroché à ça, à cette nouvelle façon de voir un peu du théâtre. Non pas que le théâtre immersif n'a jamais existé auparavant, ça existe depuis l'aube des temps. C'est simplement la conception de l'immersif, et notamment le rôle du public, le rôle du spectateur. Et donc voilà, et en fait, très vite, il y a des journalistes qui se sont intéressés, mais moi, à l'époque, petit chenapan, je n'avais pas demandé les droits de la pièce, en me disant, bon, de toute façon, c'est une expérience, on va voir ce qui va se passer, et puis voilà. Et voyant que des journalistes commençaient à s'intéresser au travail, je me suis dit, bon, je vais quand même demander les droits. Sauf que c'était très compliqué d'avoir les droits. Mais, non pas compliqué, mais quasiment impossible. Et donc, heureusement, Léonore Confino était venue voir le spectacle et elle avait écrit Ring. Elle avait beaucoup aimé la pièce, Closer, ce qu'on avait fait. Et c'est là où je lui ai proposé qu'on fasse Ring en immersif. Et c'est là où c'est devenu Smoke Rings.
et où en fait on a travaillé sur cette pièce donc où il y a des scénettes de couple essentiellement, c'est vraiment sur l'intimité du couple et donc voilà on a monté ce spectacle d'abord au Théâtre Le Pic et puis ensuite on est allé au Delirium à Avignon et enfin on a joué au Théâtre Michel et ça a été un peu la même chose, ça a duré 5 ans. L'exploitation à proprement parler. Alors au milieu il y a eu ce qu'on appelle la pandémie. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc assez étrange et où vraiment l'immersif n'a pas sa place. Sans blague. Donc voilà et avant et donc on jouait Smoke et il y a eu aussi donc Cyrano Ostinato qui est une pièce que j'ai écrite et où en fait le problème dans l'immersif c'est que dans l'immersif, il y a une tension entre l'immersion et la narration. C'est-à-dire que plus je vais être dans une expérience immersive, et plus la narration va être difficile, l'histoire va être faible. Et donc, moi, ça m'intéressait de voir comment essayer à la fois de raconter une histoire, tout en gardant cette immersion. Sur Smoke Rings, comme ce sont des scénettes, en fait, c'est pas gênant. C'est-à-dire que l'histoire va durer quelques minutes, et finalement s'arrêter là. Donc là sur Cyrano il y avait cet enjeu-là, il y avait envie de faire travailler toute la compagnie aussi et d'écrire un rôle pour chacun et puis voilà, puis des thématiques qui m'intéressaient notamment sur l'éternel retour. Est-ce qu'on serait prêt à revivre toute notre vie une infinité de fois ou pas? La plupart du temps on dirait non, mais si on a vécu des choses très très fortes, peut-être que oui. Et pour moi, Cyrano, dans son panache, ça apporte une solution à ça. C'est que finalement, vivre avec panache, c'est important. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a interrogé sur Cyrano. Et puis voilà, donc on jouait Smoke et Cyrano, pandémie. Donc ça a tout arrêté évidemment. Et finalement, nous n'avons repris que Smoke parce que économiquement, ça pouvait exister. Alors que Cyrano, 10 comédiens pour 60 spectateurs, là encore, c'est compliqué à tenir. Et donc voilà, ça a été absolument formidable le jour de la reprise de Smoke parce que c'était le premier jour où on n'était même plus obligé d'avoir un masque. Et dans l'accueil de Smoke, en fait, les gens vivaient une sorte de sas, d'initiation, où ils allaient comprendre, on leur expliquait un petit peu les règles du jeu. Et finalement, la première rencontre qu'ils avaient avec des comédiens, c'était dans un mariage, et soi-disant le marié qui reconnaissait, qui les enlaçait. Donc ce moment-là, pour les spectateurs qui avaient vécu toute la pandémie sans contact physique, c'était quelque chose de complètement dingue. Et ce qui était merveilleux, c'était la fin du spectacle où tous les gens restaient, en fait. Tous les spectateurs restaient à écouter des chansons, à boire des verres, à discuter. Et avec cette expérience vraiment, de public, une expérience vivante en fait, de théâtre vivant, et c'est ce que j'adore dans le théâtre immersif, c'est cette spécificité-là, c'est la relation qu'on va développer au spectateur. Donc voilà, et entre-temps j'avais rencontré Laura Leoni, pour qui j'ai eu un coup de foudre sur sa manière d'écrire, son imaginaire, et voilà, et elle a une fréquence très très élevée, Laura Leoni, ça va très très vite dans son cerveau. Alors ça ne va pas aussi vite dans le mien, mais il y a des endroits où nous avons trouvé des fréquences communes, et donc il y a eu tout de suite une envie de travailler ensemble. Donc la première chose qu'on a faite, ça a été l'écriture. Elle a écrit des scènes que nous avons filmées ça s'appelle Il est déjà trop tard. Et là encore, ce sont des scènes de couple. Tout se passe dans un lit et ce sont ces 6 courts-métrages de 4-5 minutes. Ce sont des plans séquences, noir et blanc et très gros plans. Parce que on avait cette quête de l'intime et notamment de qu'est-ce qui se passe dans l'intimité, comment filmer l'intime en fait. Et cet intime, c'est finalement un sentiment, une impression qui est très profonde. Mais qu'est-ce qui se manifeste finalement, comment on peut voir ces choses-là, et que le lit est l'endroit parfait pour ça, parce que c'est cet endroit où souvent on peut relâcher des choses. Et donc voilà, on a commencé par ça. Ensuite, on a coécrit une pièce qui s'appelle Vivat, dont nous n'avons fait jusqu'à présent que des lectures,
parce que très difficile à monter. Il y a 12 comédiens au plateau. Enfin, voilà, ça fait partie de projets un peu fous. Mais je crois qu'on avait besoin de ça après la pandémie. Donc voilà, ça c'est un projet qui est en suspens, on va dire. Et finalement, là, le premier projet qui nous a réunis sur une écriture et sur une pièce de théâtre, c'est Ce qu'il faudra laisser aux anges. Donc la pièce que nous avons créée au mois d'octobre, et où en fait, on avait la même volonté, l'envie de continuer à explorer cette intimité. Et quelque part, c'est un petit peu le même univers avec les films. Et où en fait les anges sont là et peuvent assister à ce qui fait notre humanité. Et en fait, ce qu'on propose, c'est que ce qui fait notre humanité finalement, ce sont tous ces moments qui n'ont l'air de rien, et tous ces détails, ces infimes détails qui n'ont pas a priori d'importance et qui pourtant racontent notre existence. Et que finalement, c'est ça qui va nous manquer. Donc voilà, et là je voulais un dispositif plus classique pour revenir, parce que finalement sur le travail du libre acteur, on a souvent associé l'immersif avec le libre acteur, sauf qu'en réalité le libre acteur c'est avant tout une approche du jeu, et que quelque part l'immersif prenait un petit peu le pas sur le libre acteur, et moi j'avais à cœur de revenir dans un dispositif classique justement pour repositionner cette chose. Et comment aussi dans une salle classique avec un dispositif classique, comment aussi explorer l'intime sans être dans la proximité que peut apporter le théâtre immersif. Donc voilà où nous en sommes, et ensuite nous avons beaucoup de projets d'écriture avec Laura, avec un projet immersif notamment, et puis aussi on est tous les deux, on adore créer des mondes, des univers. Et moi, là, ce qui m'intéresse, ce qui m'a énormément intéressé avec l'immersif, c'est comment raconter une histoire. Et justement, dans l'immersif, il peut y avoir la possibilité de différents chemins où des spectateurs vont voir telle chose, d'autres telle autre. Et pourtant, il peut y avoir cette narration principale. Et donc voilà, donc c'est une façon d'appréhender la narration qui est particulière. Et là, moi, je suis curieux de tout, et j'ai envie en fait d'explorer ces narrations-là, ces différentes narrations et aussi différents supports. Et notamment, là, avec une pièce centrale, l'idée c'est ce que j'ai appelé le théâtre étendu. Et le principe du théâtre étendu, en fait, c'est qu'il y a une œuvre théâtrale qui est au centre. Parce que l'œuvre théâtrale, c'est finalement la rencontre avec le public, avec les spectateurs. Et autour de cette œuvre centrale, il va y avoir des œuvres qui sont à la fois indépendantes et complémentaires. Indépendantes parce que l'idée c'est qu'elle soit de qualité et suffisante à elle-même, et que si un spectateur découvre cette œuvre, voilà, c'est très bien, et ça suffit en tant que tel. Mais en fait, l'idée c'est que ça fasse partie d'un grand tout et d'un univers en tant que tel. Et donc là, voilà, on a donc les films qui en réalité font partie de ce qu'il faudra laisser aux anges, de cet univers-là. En fait, c'est très suggéré, et c'est à peine suggéré, mais les anges sont là aussi. Donc il y a ça. La pièce immersive, on a un projet de pièce immersive qui va être vraiment répondant à ce qu'il faudra laisser aux anges, avec la part d'ombre, on va dire, de cette chose-là. Et donc voilà, donc ça c'est un premier théâtre étendu qu'on veut faire. Et il y a un autre théâtre étendu qu'on veut faire avec Laura, et où on va être pleinement dans son écriture. Quand je dis pleinement son écriture, c'est qu'elle a une écriture qui est très poétique, très forte. Et moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le quotidien au final. Et donc souvent, quand elle travaille pour nous, elle va, un peu brider sa langue, pour aller vers quelque chose de plus naturaliste, on va dire. Et la parole de putain va être vraiment dans sa langue pleine. Et parole de putain, donc c'est vraiment un univers de pute et de marin, parce que ça fait partie des choses qui la fascinent. Et il va y avoir une pièce centrale, mais d'ici la création de cette pièce, qui va être un gros projet, qui va raconter l'histoire d'un bordel pendant la montée du fascisme.
Le premier projet que nous allons faire, c'est Mathéa, qui va être, je pense, créé à Avignon en 2025. Et où là, il s'agit en fait donc d'une pièce théâtre-concert, on va dire. C'est avec Alexandra Lacour qui, à la base, a initié le projet avec Laura. Et moi, je suis tombé amoureux de cet univers-là, on va dire, de paroles, de chansons, et puis de cette jeune femme qui va vers la prostitution, qui se prostitue dans ce port, et la manière dont elle vit ça, et par amour pour un marin qui a disparu en mer. Et où donc on a cette histoire-là, ce petit bout de vie. Et ce personnage, Mathéa, fait partie de Paroles de putain, donc c'est une sorte de spin-off avant la création de l'œuvre. Mais voilà, mais en tout cas, là, dans notre œuvre, dans notre collaboration avec Laura, c'est ça notre envie, c'est vraiment d'étendre les projets et de travailler sur des univers pour pouvoir vraiment proposer aux spectateurs quelque chose où c'est une aventure complète, quoi, du début jusqu'à la fin. C'est utiliser la même matière, mais sur des supports différents, des œuvres différentes. Oui, c'est ça. Donc, utiliser par exemple les œuvres audio, aussi les pièces audio, utiliser donc voilà, les films, les livres, les BD, etc., etc. Donc c'est étendre tout ça et voilà, et c'est créer une expérience vivante pour le public. Moi, je suis fan des univers étendus, que ce soit Zola, que ce soit Marvel, que ce soit Dune, Frank Herbert, ou ce genre de choses, Seigneur des Anneaux. Ce sont des univers étendus comme ça qui sont fascinants et qui sont fascinants et qui, moi, en tant que spectateur, j'adore revenir dans ces univers-là, de revenir sans arrêt là-dedans, et donc c'est un peu ce qu'on veut proposer aux spectateurs. Voilà pour ma présentation. C'était bien complet. Alors justement, j'ai l'impression que l'intimité, c'est un peu une pierre angulaire de tes mises en scène et des créations de la compagnie du Libre Acteur. Est-ce que c'est un choix, parce qu'en fait c'est dans les pièces que j'ai vues, alors j'ai pas tout vu, c'est un choix volontaire ou ça s'est fait naturellement ? C'est devenu un choix volontaire parce que ça me fascine. Vraiment, cette intimité, encore une fois, c'est quelque chose de totalement invisible. L'impression, la sensation d'être intime avec quelqu'un va se manifester par des tout petits riens. Et ces petits riens dans le jeu, c'est aussi ma recherche, c'est comment retrouver ces petits riens, tous ces gestes finalement qui nous échappent et qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas contrôlés. C'est ce que j'aime voir moi chez un comédien. C'est pas sa force, parce que sa force c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la fragilité, et c'est donc ça fait partie des choses que je travaille dans le cadre du Libre Acteur, et ensuite ça fait partie, voilà, des choses qui me fascinent. Après, là sur les prochains projets, il y aura toujours de l'intime parce que ça fait partie de nous et de nos vies, mais j'aime aussi la dimension épique, j'aime aussi ça fait partie, moi, de mes envies aussi dans la mise en scène, d'aller vers ces choses-là aussi, de m'étendre à ça. Mais en tout cas, oui, c'est notre condition d'humain, et le théâtre a cette capacité, comment dire, à ressentir le vivant. Au cinéma, je sais que je suis face à une image. Là, quand je suis dans le cadre du théâtre, qu'il soit immersif ou pas, je sais que je suis face à un être de chair, comme moi. Et dès lors que je m'identifie, dès lors que la relation existe, c'est tout ça que je vis. Et pour moi, il n'y a rien de plus puissant que le théâtre par rapport à ça, par rapport à cette expérience où je suis intime avec l'acteur. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, oui, qui me fascine complètement. Et dans ce qu'il faudra laisser aux anges, il y a des partis pris qui sont très audacieux. Typiquement, il y a une scène qui est complètement dans le noir, parce que ça se passe la nuit dans un lit. Est-ce que c'était un défi ? Comment ça s'est passé pour monter ça ? J'ai pas perdu de pari. Mais en fait, pour moi, ça fait partie de l'immersion. C'est-à-dire que même si je suis dans un dispositif classique, c'est comment rendre certaines choses immersives.
Et finalement, le son, c'est une des choses qui va nous donner le plus l'impression de l'immersion. Et le fait de tout à coup priver les spectateurs de la vision, ça les amène tout à coup dans la chambre, en fait. Dans la chambre, ils sont tout à coup, je suis plus au théâtre, je suis dans la chambre de ces personnes-là. Et donc voilà. Donc après, c'est de trouver le juste milieu là-dedans, c'est de faire en sorte que le jeu puisse quand même tenir les spectateurs, que je m'endorme pas, quoi. Hein. Très clairement, le diable c'est l'ennui, disait Peter Brook, je suis bien d'accord avec lui par rapport à ça, et donc de faire attention à ça, de se méfier. Mais voilà, mais c'est aussi c'est explorer, tout comme il y a la notion de libre acteur, il y a la notion de libre mise en scène, et c'est aussi de défier un petit peu les conventions, de s'amuser avec ça, et c'est pas pour être original, parce que tout comme le dispositif immersif, faire de l'immersif pour faire de l'immersif, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait toujours un objet à ça, que ce soit pas juste un truc de metteur en scène. Pour moi, la mise en scène, elle doit toujours s'effacer au détriment justement de la narration et de l'expérience du spectateur. Et donc là, ce choix-là permet une expérience du public qui va être différente et qui les pose ailleurs. Tout à coup, on est impliqué. Tout à coup, quand il fait noir, je sais que quand je suis au théâtre, que je ne dois pas faire de bruit. Ça fait partie des choses classiques, où je sais que j'ai le dispositif, je vais m'asseoir, il n'y a plus les 3 coups, mais on pourrait encore les avoir. Il y a rarement de rideau, mais il peut y avoir encore le rideau qui s'ouvre. Donc il y a vraiment tout un rituel qui se fait, et où voilà, je sais que je suis silencieux parce que je regarde, j'observe quelque chose. Mais quand tout à coup je suis dans le noir, je suis au même niveau que tout le monde. Il n'y a plus de scène, la scène disparaît, physiquement, visuellement. Donc tout à coup, je me tais non pas parce que je suis public, mais parce que je fais partie de la scène. Et c'est quelque chose qui est différent. Là, dans les anges, dans ce qu'il faudra laisser aux anges, le public, il y a une dimension immersive, parce que le public, quelque part, est au même titre que les anges. C'est tout à coup, on observe la même chose que les anges. Donc là, voilà, ça accentue en fait cette chose-là. Et justement, d'où est venue l'idée de ce spectacle sur les anges ? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Au tout début, en fait, je voulais continuer ce qu'on avait commencé avec Il est déjà trop tard. Et c'est-à-dire cet intime, encore une fois, voilà, et notamment le lit. Et à la toute base, en fait, ça devait s'appeler Bedtime in Paradise. Et ça devait être un magasin de lit. Magasin de lit où en fait les spectateurs pouvaient assister à ce qui se passait dans ces lits. Et voilà, et c'était donc sympathique. On a écrit, la plupart des scènes étaient dans ce sens-là. Et sauf que pour moi, il me manquait quelque chose. Il y avait un ingrédient qui me manquait, qui me permettait d'unifier finalement cette chose-là, et que le magasin de lit finalement devenait un peu anecdotique et pas très, enfin voilà. Et puis sont apparus ces bonimenteurs qui étaient les vendeurs un peu de lit, voilà. Et puis très vite, ils ont eu un peu une figure un peu à la Méphistophélès et ce genre de choses. Ils pouvaient être un peu étranges. Et j'ai, en scrollant sur Instagram, je suis tombé sur le travail de Victoria Viness, qui a cet univers très, très poétique, et notamment des photos qu'elle avait fait d'anges. Enfin, voilà. Et en voyant ça, je me suis dit, mais c'est absolument ça. J'ai très envie que mon affiche ce soit ça. Et donc, et tout à coup, les anges sont apparus comme une évidence pour moi et Laura. Et en fait, j'ai contacté Victoria Viness, qui du coup nous a fait toutes les affiches. On a plein de photos et où tous les comédiens sont passés, la plupart des comédiens sont passés sous ces traits d'ange. Donc on a tout un univers d'images, et qui fait partie aussi pour moi du théâtre étendu. C'est que tout à coup on a aussi cette œuvre qui sont à proprement parler, que moi j'adore, parce que voilà, c'est très beau ce qu'elle fait, et en plus de ça, ça fait partie de l'univers finalement des anges. Donc voilà, et tout à coup, ça a éclairé la pièce avec beaucoup plus de profondeur, et Laura a ajouté toute cette dimension sur ces petits riens, et voilà. Et
et donc voilà, on continue à écrire, on continue à travailler. C'est l'avantage d'être avec un jeune auteur vivant. C'est qu'on peut encore, là, on a fini une exploitation. Et l'idée, c'est de continuer à travailler sur cette œuvre pour la préciser, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres moins. Et donc voilà, donc on va peaufiner le spectacle, mais comme tous les spectacles que j'ai fait jusqu'à présent, à chaque fois, ils se peaufinent au fur et à mesure et se transforment. Donc voilà, c'est une matière vivante aussi. Le spectacle n'est pas simplement vivant de par des comédiens qui sont là, mais aussi par sa nature à progresser, à évoluer, à se transformer. Et justement, est-ce que tu appréhendes la mise en scène différemment selon si c'est un spectacle immersif ou un spectacle de type plus classique comme celui-ci ? Oui, tout à fait. Il y a une différence majeure, c'est la mise en scène du public. C'est-à-dire que dans ce que je disais tout à l'heure, dans le dispositif classique, le public, il est facilement mis en scène, c'est-à-dire qu'on l'assoit sur un fauteuil, un punto et basta. Et que là, dans le théâtre immersif, alors il y a plein de façons d'envisager le théâtre immersif. Là, moi, ce que j'aime dans le théâtre immersif, c'est la proximité au public, du public par rapport au spectateur, donc de pouvoir être à quelques centimètres. Le fait de pouvoir se déplacer aussi, de changer d'espace, parce que tout à coup, l'espace est très vivant et va raconter, va nous modifier, va nous transformer. Et donc, en tant que spectateur, je suis dans mon corps. Chose que je ne fais pas la plupart du temps lorsque je suis dans un dispositif classique. Je vais poser mon corps dans le fauteuil et c'est fini quelque part, la chose va se passer ailleurs. Alors que là, dans l'immersif, il y a quelque chose de beaucoup plus organique. Et donc, la première de nos spectacles de théâtre immersif est toujours quelque chose de fascinant, parce que dans un dispositif classique, on est toujours surpris. Mais là, les surprises sont moindres, c'est-à-dire que voilà, là, dans le dispositif immersif, on se surprend à voir le public qui va à tel endroit, alors qu'on n'avait pas du tout prévu qu'il allait aller à tel endroit. Donc c'est comment on induit un parcours, comment on va penser aussi au confort du public, à sa sécurité, chose fondamentale. Donc voilà, il y a toutes ces considérations-là. Il y a aussi la dimension du 360, c'est-à-dire que il n'y a pas un espace où les gens sont vraiment assis d'un seul côté, alors ça peut arriver, mais ça peut être aussi en 360, donc les gens sont tout autour, donc il y a cette considération-là. Et puis après, il y a le réglage de l'acteur quant à sa bulle d'intimité. La bulle d'intimité, pour moi, c'est la zone dans laquelle je parle. Là, la configuration dans laquelle nous sommes, le micro est quelque part la bulle d'intimité. C'est le son de ma voix et entre nous et les micros. Je ne parle pas trop fort parce que ça n'a pas d'intérêt. Si maintenant je suis dans une salle de 600 places, ma bulle d'intimité va être totalement différente. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'intègre à ma bulle d'intimité le dernier spectateur. Et donc ma voix va être totalement différente. Elle va devoir prendre plus de volume, concrètement. Donc dans le théâtre immersif, il y a cette chose-là, c'est aussi la modification de la bulle d'intimité, et qui peut être très petite, mais aussi large, et puis la relation à l'attention. Un public classique, lorsque je le mets face à une scène, finalement, il sait quoi regarder, parce que c'est face à lui, et même si je vais lui donner quelques indications, c'est relativement simple. Alors que dans le théâtre immersif, je peux être disturbé, on va dire, par la mouche qui est derrière moi. Parce que je vais l'entendre, puis je vais la voir, et puis il va y avoir tel objet, puis il va y avoir telle action. Donc il y a une relation aussi à l'attention, c'est comment vraiment orienter le public, et quelque part il y a un peu de magie au sens prestidigitation, c'est-à-dire c'est vraiment de faire en sorte que le public va regarder exactement à cet endroit-là, et pas ailleurs, pas être attiré par d'autres choses. Donc il y a des notions de focus qui existent dans le théâtre normal, de dispositif normal, mais qui sont d'autant plus importantes dans le dispositif immersif. Voilà, puis bon, moi c'est dans mon cadre de jeu, ça fait partie toujours des conditions très très importantes, mais c'est le réalisme des acteurs dans leur jeu. C'est-à-dire que dans le théâtre immersif,
Si un acteur fait semblant, ça se voit mais tellement fort. Et dès lors, ça va me décrocher. Je dois croire à la réalité de ce qui se joue face à mes yeux. Même, on peut être dans un truc avec des personnages qui sont outrés ou limite caricatural, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit réel. Je dois entendre une parole, je dois pas entendre un texte. Et donc cette chose-là existe pour moi aussi au théâtre. Mais là, disons qu'au théâtre, on peut accepter que ça joue un peu faux. On peut accepter que voilà, c'est comme un téléfilm. En fait, on peut accepter que on m'explique tout. On peut accepter que voilà, que ça joue pas très 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 bien, mais c'est pas grave. Je vais quand même avoir l'histoire. Dans le théâtre immersif, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Comme lorsqu'on va avoir un gros plan au cinéma, en fait. Le gros plan, on peut pas tricher. Donc, dans l'immersif, le théâtre immersif est pour moi le gros plan du théâtre classique. C'est que tout à coup, j'ai cette possibilité-là. Et donc, le jeu doit être absolument précis et très vivant. Voilà. Okay. Donc, voilà les grandes différences. Ok, alors j'aimerais qu'on revienne sur les formations du libre acteur et en général sur le modèle du libre acteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le modèle du libre acteur ? Le modèle du libre acteur, en fait, c'est né il y a une vingtaine d'années, ce que je disais tout à l'heure. En fait, je me suis retrouvé très seul. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis retrouvé très seul et très seul dans mon travail. Je ne pouvais plus travailler avec d'autres comédiens parce que il n'y avait pas cette habitude de training, de choses que j'avais pu connaître dans ma jeunesse, en tout cas quand j'étais plus jeune. Et donc je me suis dit, mais comment moi je peux travailler, comment je peux continuer à progresser? Et en fait, assez bêtement, j'ai envie de dire, je me suis dit, ça serait quoi l'acteur idéal? Je sais que je ne peux pas y arriver à cet acteur idéal, mais quelles sont ses caractéristiques? C'est être parfait, éthéré. Quelles sont ses qualités? Et est-ce que je peux travailler ces qualités, c'est-à-dire être en chemin vers ça? Et en fait, du coup, par exemple, pour moi, l'acteur parfait a une qualité de présence, c'est qu'il est très présent. Donc, parce que quelqu'un qui est présent, finalement, on va l'écouter, on va le regarder, sans se forcer à quoi que ce soit. Donc, il y a quelque chose de fort. Et du coup, est-ce que cette présence, on peut la travailler? Oui. En fait, la présence, c'est pas un don du ciel. Être présent, c'est se ressentir, c'est être dans sa propre expérience ou dans l'expérience de l'autre, ou l'expérience d'un objet, ou d'une musique, d'un son, du rien, de tout ça. Donc voilà, ça part de cette logique-là. Et de cette raison, c'est-à-dire tout à coup on peut découvrir des techniques de jeu simplement en réfléchissant et en repositionnant le jeu et qu'est-ce que c'est que le jeu. Dans le modèle du libre acteur, en fait, je n'enfonce que des portes ouvertes. L'idée c'est qu'il n'y a pas un dogme ou avec une sorte de croyance ou quoi que ce soit, non, c'est de réfléchir à la chose. On propose par exemple de dire que le modèle du libre acteur, c'est la capacité à s'auto-évaluer. Évidemment, dans cette notion de liberté, il y a quelque chose de très fort dans la notion d'autonomie, de responsabilité, de sa joie aussi, de responsabilité de son travail, de la qualité de son jeu. On fait rarement ce métier pour l'argent. Donc si on ne le fait pas pour l'argent, c'est qu'a priori ça nous plaît. Et donc en fait, c'est comment est-ce que je m'implique par rapport à ça et comment je m'auto-évalue. Et je ne peux pas m'auto-évaluer par rapport à mes émotions. Parce que j'ai beau sortir de scène et avoir eu des émotions incroyables, c'est pas pour ça que j'étais bon. La preuve en est Bambi. Bambi, quand il perd sa maman, il s'en fout, c'est un dessin en fait. Donc c'est pas la qualité du jeu de Bambi qui fait que, en tant que public, j'ai une émotion. Donc voilà, et donc il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va pouvoir quand même s'auto-évaluer, notamment sur ce qu'on va appeler le sens de quelque chose, qui n'est pas la signification. C'est là, lorsque je dis mon texte, est-ce que j'ai l'impression de dire quelque chose, de réciter quelque chose, de donner des intentions, ou bien est-ce que je parle réellement de quelque chose? Et en fait, ce parler réel, je le sens. Je sens quand je parle réellement de quelque chose. Et de la même façon, est-ce que je parle réellement à l'autre, à mon partenaire, ou bien est-ce que je fais semblant de lui parler? Et la plupart du temps, en fait, on fait semblant. On fait semblant de dire des choses, on fait semblant de parler à quelqu'un,
et que pour moi ça fait partie des capacités à s'auto-évaluer en tant que dans le cadre du libre acteur. C'est est-ce que je ressens réellement la personne qui est face à moi ou pas. Et donc c'est comment finalement le texte se transforme en parole et quels sont les outils qui existent dans différentes cultures du jeu. Ou même des approches qui peuvent paraître parfois contraires, sont en réalité, on est dans la même recherche. Donc ce libre acteur, ce modèle du libre acteur, c'est finalement d'arriver à concevoir comment est-ce que je travaille, et c'est ce qu'on interroge en fait. On n'impose rien aux gens, on leur dit pas il faut travailler comme ça, c'est pas ça. C'est l'idée des formations à chaque fois, c'est d'interroger la personne, pour que la personne puisse sortir du stage avec un véritable savoir-faire. C'est pas simplement arriver de temps en temps et par intuition, parce que j'ai été coaché ou ce genre de choses. Non, c'est parce que j'ai construit d'une façon raisonnable, c'est-à-dire intelligente, avec la réflexion, mon propre modèle du jeu. Et quelles que soient mes expériences finalement, quel que soit ce que j'ai appris, en fait, l'idée du libre acteur, du modèle du libre acteur, c'est de structurer tout ça. Et donc de pouvoir s'auto-évaluer et donc évoluer seul et progresser seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de metteur en scène, de directeur d'acteur ou même de coach, la question n'est pas là. C'est une véritable autonomie en tant qu'artiste professionnel de développer sa capacité à savoir si ce que je fais est bon ou pas. Il n'y aura jamais un directeur de casting en tant que comédien qui va nous dire merci de faire le métier que tu fais. Ça va jamais arriver en fait. C'est-à-dire que être capable de s'auto-évaluer et pas dans le fait que j'ai réussi ou pas le casting, parce que c'est la même chose. Si je ressemble au cousin du metteur en scène ou de la metteuse en scène, en fait, et qu'elle peut pas saquer son cousin ou bien qu'elle adore son cousin, je peux être pris à cause de ce genre de choses. Et en fait, ça ne m'appartient pas. Donc c'est de voir, encore une fois, qu'est-ce qui m'appartient. Et ce qui m'appartient, c'est mon travail, c'est la structuration de mon travail, de mon savoir aussi vis-à-vis de ce travail, et puis c'est quel est l'engagement que je mets là-dedans. Dans la notion du libre acteur, il y a donc cette notion de responsabilité de sa joie qui est très 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 importante. D'identifier donc qu'est-ce que moi je suis capable de faire, qu'est-ce qui est à ma portée, qu'est-ce qui m'appartient, et par rapport à ça, de se donner les outils. Et se donner les outils, c'est aussi être dans un travail régulier. Et c'est un peu fou dans la pratique que nous avons en France de voir à quel point cette notion de training, d'entraînement est quasiment absente. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vais travailler au moment du casting. Là, il y a beaucoup de collectifs qui se sont développés depuis peu de temps et c'est génial parce que on apprend en travaillant avec les autres, c'est un métier de travail avec les autres, donc c'est quelque chose de très important. Et pour autant, souvent, c'est dans des rencontres de directeurs de casting, c'est-à-dire que il y a toujours cette notion d'endroit de professionnalisme qui serait un endroit où en fait on peut pas apprendre, parce que apprendre c'est d'abord échouer. Et je dois avoir le cadre pour échouer. Et cette notion d'entraînement, et précisément, c'est ce à quoi ça sert, c'est échouer, apprendre de nos échecs, et c'est ce qui va nous donner de la force, justement. Et plus je vais travailler, plus je vais développer des réflexes de jeu, et lorsque je vais rentrer au moment de la performance, où il va falloir que je sois bon, en fait, tout mon entraînement sera là, et c'est ce qui se passe, en fait, avec ceux qui travaillent dans les urgences de façon générale, les pompiers, les médecins, les infirmiers, les militaires, etc., les gendarmes. Il y a un entraînement et cet entraînement il permet de développer des réflexes. Et donc dans le cadre du libre acteur, la compréhension ne fait pas tout. Il y a aussi cette notion de training et d'entraînement quasiment quotidiennement. Et que finalement, en faisant ça, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de chance dans nos métiers. Oui, bien sûr que ça intervient, évidemment. La chance de la rencontre, la chance de tout ça. Mais avant la chance, c'est le travail. J'aime le mot culture pour décrire ce que nous faisons. Parce que cultiver, moi ça me ramène à la terre, et que la culture, c'est une notion de patience, de travail et de régularité dans ce travail-là. Et qu'en fait, se cultiver,
ou cultiver, c'est finalement cette relation organique au temps et à l'implication. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie un peu d'apporter dans la pensée. Et puis voilà, puis c'est d'apporter aussi un véritable, du coup, de ramener les lettres de noblesse de ce métier. Souvent, à Noël, on me dit, ça va, c'est pas trop dur d'apprendre ces textes. C'est ça ce qu'on entend au repas de Noël. Et c'est tellement pas ça le métier. C'est tellement pas ça, et souvent on se dévalorise aussi en tant que comédien. Parce que socialement, alors maintenant on accepte de nous enterrer dans des cimetières, donc c'est déjà pas mal, hein. On a gagné quand même 2-3 trucs depuis le temps. Mais finalement, moi j'appelle ça les splendides mendiants, dans le sens où, en fait, du jour au lendemain, si on est connu ou reconnu, tout à coup, en fait, la relation des spectateurs vis-à-vis de nous va complètement changer. Alors que juste l'instant d'avant, on me disait, mais tu veux pas avoir un vrai métier, tu veux pas avoir quelque chose de sérieux, là, tout à coup, il y a une valorisation et qui est généralement en plus totalement démesurée. Mais voilà, donc c'est aussi ramener la valeur de ce métier en étant fier de faire cette chose-là. C'est quand même fabuleux de développer l'imaginaire du public. L'humanité n'existe que grâce à ça, à l'imaginaire, à la créativité, au fait de rêver. C'est pas autre chose. Ce métier du coup travaille là-dessus. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui arrive, qui révolutionne complètement notre pratique de consommateur aussi, le métier d'acteur est pour moi un vrai métier d'avenir. Parce que quand demain, dans très peu de temps, je vais appuyer sur un bouton, je vais avoir la série parfaite qui est faite exactement pour moi, avec que des acteurs virtuels, etc., et que ça sera très bien, hein, parce que ça sera de qualité. Pour autant, je vais avoir besoin de cette dimension vivante et humaine. Et ce n'est que dans l'acteur organique et original, dans sa dimension unique, c'est ça que je vais venir chercher. Et ça, c'est pour ça que je crois profondément au fait que le théâtre a un très bel avenir, et que le théâtre, en tant que comédien, c'est une rencontre avec soi, dans le chemin. Et c'est pas, il y a quelque chose de très puissant là-dedans. C'est apprendre à comprendre comment je réagis, comment j'ai telle émotion, qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce que c'est réinventer un texte, qu'est-ce que c'est de pouvoir dire tous les jours la même chose en étant toujours vivant, qu'est-ce que c'est d'amener le spectateur à collaborer à notre monde, à l'inviter dans notre imaginaire. Donc voilà, c'est un peu on va dire la base philosophique, le terreau du libre acteur. Et après, c'est aussi d'être immédiatement dans un travail très pratique, c'est-à-dire que toutes ces belles conceptions, c'est bien joli, hein, mais en fait, il faut rentrer dans le cadre professionnel qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai très peu de prise. Donc lorsque je vais faire de la télé, lorsque je vais faire quel que soit le cadre aujourd'hui, en fait les temps de production diminuent parce que le coût de tout ça, donc on cherche à faire des économies de partout, et donc le temps de travail est très faible. Et aujourd'hui, un acteur doit être capable d'arriver et dès la première répétition d'être très bon. Quand je travaille avec les comédiens de la compagnie, en fait, j'attends d'eux qu'ils aient fait tout leur travail d'interprète. Et c'est immense, c'est énorme. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'arriver, puis on va faire une vague lecture de je sais pas quoi. Non, c'est immédiatement, on est dans le jeu. Et moi, finalement, je n'ai qu'à faire la mise en scène. Je peux faire un peu de direction d'acteur pour amener le comédien à saisir des choses, mais de façon générale, le comédien doit arriver à avoir fait son travail, de ne pas avoir besoin de ma direction d'acteur, et moi je ne fais que ma mise en scène. Donc finalement, une scène peut être très très vite montée. Oui. C'est-à-dire qu'en 1 heure, la scène existe et c'est bon, elle peut être représentée à un public. Donc c'est aussi cette efficacité-là et de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et pour arriver à cette efficacité, c'est rehausser en fait l'exigence de l'interprète vis-à-vis de lui-même. Donc de plus être dépendant.
D'où aussi cette notion de liberté qui est très importante et qui va intervenir à plein d'endroits différents. Et Sébastien, est-ce que tu vas aussi au théâtre ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un petit garçon de 2 ans, donc ça a un peu bouleversé l'emploi du temps. Donc là j'ai hâte de pouvoir y retourner d'une façon un peu plus forte. Voilà. Est-ce que tu as un spectacle à nous recommander ? Alors, je ne l'ai pas vu encore, mais je sais que ça va être très très bien. C'est la réunification des 2 Corées, là qui a lieu et qui n'est plus en bifrontal. C'est une nouvelle mise en scène. Et Pomera, pour moi aujourd'hui, est très clairement le plus grand dans le sens où il fait un théâtre qui est à la fois exigeant et accessible. Et donc ça, je trouve ça formidable et merveilleux d'arriver à faire cet endroit-là, à faire coexister ces choses-là. Donc voilà. Donc Pomera pour moi représente complètement une nouvelle vague du théâtre et qui je crois va être amenée à se développer de plus en plus. Et qui est cet endroit, non pas que je critique le reste du théâtre, j'adore le théâtre dans sa globalité parce que il y a de la recherche, parce que c'est aussi du divertissement et tout ça est formidable et que tout ça existe, c'est très très bien. Un public, un spectateur de théâtre va aller voir d'autres choses, souvent par curiosité, donc je trouve que c'est important qu'il y ait toute cette diversité dans le théâtre. Mais je trouve que cet endroit-là de à la fois exigence et accessibilité est finalement rare et donc je crois beaucoup à ça. Il faut qu'on trouve notre spécificité de qu'est-ce que le théâtre peut amener que ne peut pas amener la télé, le cinéma ou tous les autres médias ou arts. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire et à amener. Merci. Donc c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin pour nos auditeurs. Tout à fait. Merci beaucoup Sébastien. Merci. On peut retrouver toutes les infos de la compagnie sur le site de la compagnie du Libre Acteur. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et je te dis un grand merci, à bientôt. Grand merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.